Mon mari, après 7 ans de mariage, a exigé que nous partagions toutes les factures de la maison, parce que, selon ses propres mots, il n'allait pas entretenir une femme intéressée. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche lorsqu'il s'est raclé la gorge de cette façon si particulière, vous savez, celle de quelqu'un qui s'apprête à lâcher une bombe pendant le dîner, tout en faisant semblant de mener une conversation anodine. J'ai réfléchi, a-t-il dit sans lever les yeux de son poulet parfaitement assaisonné, celui-là même que j'avais passé 1 heure à préparer. Les choses doivent changer, ici. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Cette année de mariage m'avait appris à lire les signes avant-coureurs, la façon dont il ajustait son col, la légère pause avant de prendre la parole, et cet ordinateur portable, stratégiquement posé sur le plan de travail. Quel genre de changement ? Ai-je demandé, d'une voix bien plus assurée que je ne l'étais vraiment. Il m'a enfin regardé, et j'ai vu une chose inédite dans ses yeux. Une froideur, purement calculatrice. Eh bien, j'ai fait les comptes, et sincèrement, cet arrangement ne me semble plus équitable. Quel arrangement ? Celui où je me casse le dos tous les jours, pendant que il a fait un vague geste en direction de notre cuisine impeccable, tu fais je ne sais quoi, ici. Ces mots me sont tombés dessus, comme de l'eau glacée. J'avais quitté mon emploi dans le marketing il y a 7 ans, lors de notre mariage. C'était son idée, à la base. Un homme se doit de subvenir aux besoins de son épouse, m'avait-il déclaré. Je veux prendre soin de toi. J'avais hésité, car j'aimais ma carrière. Mais il avait tellement insisté, se montrant si romantique, si sûr de lui. Et maintenant, il me regardait comme si j'étais une sangsue. J'ai créé un tableau de bord, a-t-il poursuivi, ouvrant son ordinateur avec l'enthousiasme de celui qui présente un brillant plan d'affaires. J'ai calculé toutes nos dépenses mensuelles, le prêt immobilier, les charges, les courses, absolument tout. À partir de maintenant, nous divisons tout à 50-50. L'écran affichait une répartition détaillée de notre vie, désormais réduite à de simples chiffres. Hypothèque, 2947. Charges, 340. Courses, 580. Assurance, 420. Et la liste continuait. Chaque poste de dépense, calculé avec une précision chirurgicale. Mais je n'ai pas de travail, ai-je dit à voix basse. Tu m'as demandé de démissionner, tu t'en souviens. Il a balayé l'air de la main, avec mépris. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, la donne a changé. Tu es une femme intelligente, tu trouveras une solution. Je ne dirige pas une œuvre de charité, ici. J'ai longuement fixé cet homme. Cet homme que j'avais aimé, dont je lavais les chaussettes, pour qui je préparais les repas, et dont je supportais la mère depuis 7 ans. Soudain, j'ai senti quelque chose changer au plus profond de moi. Quelque chose de froid, de tranchant, de terriblement calculateur. Alors, laisse-moi bien comprendre, ai-je lâché, avec un ton que j'ai à peine reconnu. Tu veux que je paie la moitié de tout ? À partir de quand, exactement ? À partir du mois prochain, a-t-il répondu en souriant, visiblement très satisfait de lui-même. Je savais que tu serais raisonnable. Tu as toujours été si pragmatique. J'ai jeté un nouveau coup d'œil au tableau, mémorisant chaque détail. Le crédit de la maison, que j'avais transformé en un véritable foyer. L'électricité, que j'utilisais pour repasser ses chemises. Le budget du supermarché, pour la nourriture que je planifiais, achetais et cuisinais. D'accord, ai-je finalement conclu. Il a scié, surpris par la facilité avec laquelle j'avais accepté. D'accord ? Oui, tu as tout à fait raison. Si nous devons être des colocataires, plutôt qu'un mari et une femme, alors nous devrions tout diviser à parts égales. J'ai souri. Et quelque chose dans mon expression a dû l'alarmer, car il s'est agité, soudain mal à l'aise. C'est très bien, chérie. Je suis content que tu le comprennes. Mais je pouvais le lire dans ses yeux. Il s'attendait à une dispute, peut-être à des larmes, ou même à des supplications. À la place, il a obtenu mon acceptation immédiate, et cela l'a complètement déstabilisé. J'ai repris ma fourchette, et j'ai pris une autre bouchée du dîner que j'avais moi-même préparé. C'est délicieux, n'est-ce pas ? Je me suis surpassé, ce soir. Oui, c'est bon, a-t-il murmuré, se concentrant subitement sur son assiette. Pendant que je mâchais, mon esprit travaillait déjà à toute vitesse. S'il voulait jouer à ce jeu, je savais très bien y jouer, moi aussi.
Mais il venait de commettre une erreur fatale, supposer que j'étais toujours la même femme, celle qui avait sagement quitté son emploi il y a 7 ans. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Le lendemain matin, je me suis réveillé à mon heure habituelle, à 6h30. Mais, au lieu de me rendre dans la cuisine pour préparer le café et sortir ses vêtements, je me suis retourné, et j'ai continué à dormir. À 7h15, son alarme a sonné. À nouveau à 7h25. À 7h30, je pouvais déjà l'entendre déambuler dans la chambre, clairement confus par l'absence de sa routine habituelle. « Chérie !» Sa voix provenait de la cuisine. « Où est le café ?» J'ai posé l'oreiller sur ma tête, et j'ai souri. Que les jeux commencent. 20 minutes plus tard, il est revenu dans la chambre, à moitié habillé et complètement paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a ni café, ni petit déjeuner, et je ne trouve ma chemise bleue nulle part. Je me suis étiré paresseusement, et je l'ai regardé avec une confusion feinte. Bonjour à toi aussi. Quel est le problème? Quel est le problème? Il est presque 8 heures, et rien n'est prêt. Prêt pour quoi? Ai-je demandé, simulant un véritable désarroi. Oh, tu parles de tes affaires. Mais, chérie, rappelle-toi ce que tu as dit hier soir. Maintenant, tout est à 50-50. Cela signifie que chacun s'occupe de ses propres responsabilités. Il a ouvert et fermé la bouche, tel un poisson hors de l'eau. Mais, tu fais toujours le café. Je fais du café pour moi. Tu es libre de préparer le tien. Je me suis levé du lit, et j'ai marché vers le placard. Ta chemise bleue est dans la buanderie, dans le panier à linge sale, exactement là où tu l'as laissée il y a 3 jours. Mais c'est toi qui laves toujours le linge. Je lave mon linge. Le tien relève de ta propre responsabilité, désormais. J'ai sorti une magnifique robe que je n'avais pas portée depuis des mois, l'une de celles que je gardais pour les occasions spéciales, qui n'arrivaient d'ailleurs jamais. Cet arrangement était ton idée, tu t'en souviens? Des partenaires égaux, des responsabilités égales. Je pouvais littéralement voir les rouages tourner dans sa tête, tandis qu'il tentait d'assimiler cette nouvelle réalité. Il avait voulu un accord purement commercial, et c'était exactement ce qu'il allait obtenir. C'est ridicule, a-t-il marmonné, en se dirigeant vers la buanderie. Tu te comportes comme une enfant. Je suis pragmatique, lui ai-je crié depuis la chambre. Exactement comme tu m'as dit de l'être. Pendant qu'il faisait du bruit en cherchant des vêtements propres, je me suis préparé une tasse de café pour une seule personne, dans mon mug préféré. Celui-là même qu'il utilisait toujours, parce qu'il était plus grand. J'ai brouillé un œuf, fait griller une seule tranche de pain, et je me suis assise pour prendre mon petit déjeuner, dans une paix absolue. Lorsqu'il a eu terminé de manger, je l'ai regardé essuyer son assiette avec une serviette, et la déposer dans l'évier, comme à son habitude. Comme s'il était tout à fait naturel que quelqu'un d'autre s'occupe de la nettoyer. J'ai une réunion importante, aujourd'hui, a-t-il lancé, en consultant son téléphone. Je rentrerai probablement tard. Très bien, ai-je répondu, en sirotant mon café. Il m'a regardé, l'air étonné. D'habitude, je lui posais des questions, je lui souhaitais bonne chance, et je lui rappelais d'emporter les documents que j'avais moi-même classés la veille. Aujourd'hui, je n'ai pas ajouté un mot de plus. Il a quitté la maison à 8h47. J'ai attendu jusqu'à 9h, avant de me mettre en mouvement. La première chose que j'ai faite, a été d'ouvrir mon ordinateur portable. Celui qui prenait la poussière depuis des mois, parce que je n'en avais pas l'utilité. Je me suis connecté à mon ancienne boîte mail professionnelle. J'avais 847 messages non lus. La plupart étaient des spams, mais il y avait aussi quelques emails d'anciens collègues. Des invitations à des événements du secteur, et 3 offres d'emploi, que je n'avais jamais vues, puisque j'avais cessé de consulter cette adresse depuis des années. L'une d'elles provenait d'Hector Ruiz, mon ancien mentor. L'objet indiquait « Existes-tu encore ?» Je l'ai ouvert. Il datait de 2 mois. Elena. Je sais que tu ne liras probablement jamais ceci, mais je dois essayer. J'ai vendu mon agence à un groupe international. Et nous étendons nos opérations. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour gérer les comptes premium. J'ai immédiatement pensé à toi. Le salaire de départ est de 95 000 €, plus les primes. Travail à distance. Horaire flexible. Appelle-moi si ça t'intéresse.
Je n'accepterai pas un non pour réponse. 95 000 €. C'était bien plus que ce que je gagnais lorsque j'avais démissionné. J'ai composé son numéro, avant même de pouvoir le regretter. Ruiz. Sa voix résonnait exactement comme dans mes souvenirs. Rocailleuse, mais amicale. Hector, c'est Elena. Un silence a suivi, puis un éclat de rire. Bon sang. Je croyais que tu étais morte. As-tu lu mon email? Je viens de le lire. L'offre tient toujours pour toi, à tout moment. Mais j'ai besoin de savoir une chose. Es-tu prête à revenir? Parce que ce n'est ni un mi-temps, ni un passe-temps. C'est du vrai travail. J'ai repensé au tableau Excel de mon mari. À la façon dont il m'avait regardé pendant le dîner, et à ces 7 années de ma vie, désormais réduite à je ne sais quoi. Je suis prête. Parfait. Je t'envoie le contrat aujourd'hui. Bienvenue à la maison, Elena. J'ai raccroché, et je suis resté à fixer mon téléphone. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était pas de la peur. C'était autre chose, une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis très longtemps, de l'excitation. J'ai passé le reste de la journée à réorganiser mon espace. J'ai transformé la chambre d'amis en bureau. J'ai sorti mes vieux livres de marketing du sous-sol, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn, et en moins de 2 heures, j'avais déjà 34 demandes de connexion et 12 messages de recruteurs. À 18h30, il est rentré à la maison. J'étais dans mon nouveau bureau, en train de relire le contrat qu'Hector m'avait envoyé. Elena. Sa voix montait de la cuisine. Où est le dîner? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai sauvegardé le document, fermé l'ordinateur, et descendu les escaliers avec un calme olympien. Il se tenait devant le réfrigérateur vide, avec cette expression de confusion que je commençais à bien connaître. Il n'y a rien à manger, a-t-il constaté, comme s'il signalait un problème technique que je devais résoudre. Je sais, ai-je répondu. Je n'ai pas mangé non plus. Et qu'allons-nous faire? Tu décides de ce que tu vas faire, toi. Moi, je vais commander taille. Pour une personne. Sa confusion s'est muée en agacement. C'est absurde. Vas-tu cuisiner, oui ou non? Non. Pourquoi le ferais-je? J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert une application de notes, que j'avais soigneusement préparée durant la journée. Cuisiner pour 2 personnes prend environ 90 minutes par jour, en comptant la préparation, la cuisson, et le nettoyage. Cela fait 10h30 par semaine, soit 42 heures par mois. Au tarif moyen d'un chef à domicile, qui est de 35 € de l'heure. Cela représenterait 1470 € par mois. Si nous devons tout diviser à 50-50, j'ai donc besoin que tu transfères 735 € sur mon compte, afin de couvrir tes repas pour ce mois-ci. Il est resté silencieux, me dévisageant comme si je lui avais parlé dans une langue étrangère. Tu plaisantes? Pas du tout. J'ai aussi établi les tarifs pour la lessive, le repassage, le grand ménage, l'organisation des placards, et la gestion globale du foyer. Veux-tu voir la liste complète? Je lui ai montré l'écran. J'avais passé 3 heures à chercher les prix du marché, pour chaque service que j'effectuais quotidiennement. Le total mensuel s'élevait à 4200 €. C'est de la folie, a-t-il lâché. Mais sa voix semblait soudain moins assurée. C'est une simple équation mathématique. Tu voulais traiter notre relation comme une entreprise. Les entreprises ont des coûts de fonctionnement. Mais tu es ma femme, et je suis ton mari. Hier soir, tu as pourtant décidé que nous n'étions plus une équipe, mais de simples colocataires. Et les colocataires ne travaillent pas gratuitement l'un pour l'autre. J'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Ce n'était ni de la culpabilité, ni du regret. C'était un calcul. Il évaluait si c'était une bataille qu'il pouvait remporter. Tu deviens ridicule, a-t-il fini par cracher. Je ne vais pas payer pour des choses que tu devrais faire, de toute façon. Parfait. Dans ce cas, je ne les ferai pas non plus. Elena, j'ai faim. Je vais commander mon propre dîner. Débrouille-toi avec le tien. Je suis remonté dans mon bureau, et j'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline pure. J'ai commandé un pad thaï et des rouleaux de printemps pour une seule personne. Je les ai mangés sur mon nouveau bureau, tout en épluchant d'autres offres d'emploi.
En bas, je pouvais entendre les bruits provenant de la cuisine. Lui, essayant de trouver de quoi se nourrir. Le bip du micro-ondes, le fracas d'une assiette brisée, et un juron marmonné à voix basse. J'ai souri. À 10 heures du soir, en allant aux toilettes, je suis passé devant la cuisine. C'était un véritable champ de bataille. Il avait sorti toutes les casseroles qu'il avait pu trouver, pour tenter de faire des pâtes. Il les avait brûlées, et maintenant, tout s'entassait, sale, dans l'évier. J'ai pris un verre d'eau, et je suis retourné dans ma chambre. Enfin, c'était ma chambre, à présent. J'avais déplacé ses oreillers dans la chambre d'amis. S'il voulait des colocataires, les colocataires font chambre à part. Le lendemain, je me suis réveillé à 7 heures. Il était déjà debout, essayant de préparer du café, et se brûlant les doigts au passage. « Bonjour » ai-je lancé, d'un ton enjoué. Il a grogné quelque chose d'inintelligible. « As-tu bien dormi dans la chambre d'amis ? J'ai déplacé tes affaires, hier soir. Je me suis dit que tu préférerais avoir ton propre espace, puisque nous sommes colocataires, maintenant. Elena, ça doit cesser. De quoi parles-tu ? Cet arrangement que tu as proposé. Ne sois pas comme ça. Comme ça comment ? Pragmatique et équitable ? Ce sont tes propres mots, pas les miens. J'ai pris mon café, déjà prêt dans la cafetière italienne que j'avais achetée spécialement pour moi, et je suis monté dans mon bureau. J'avais mon premier appel vidéo avec Hector à 9h tapantes. La réunion a duré 2 heures. Hector m'a présenté à l'équipe, m'a expliqué les projets en cours, et m'a attribué 3 comptes principaux. Il s'agissait de marques que je connaissais bien, dont certaines avec lesquelles j'avais collaboré avant ma démission. Tu as l'air différente, a remarqué Hector à la fin de l'appel. Plus affûté. Ces 7 dernières années ont été intéressantes. Ton mari sait-il que tu as repris le travail ? Pas encore. Mais il le saura bien assez tôt. Après l'appel, j'ai relu le contrat une dernière fois. Salaire de base, 95 000 €. Prime de performance, jusqu'à 30 000 € supplémentaires. Assurance maladie indépendante. Fonds de retraite. Tout était à mon nom. J'ai signé électroniquement, et je l'ai renvoyé. À cet instant précis, mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Bonjour, Elena. Je suis Sofia Delgado. Je travaille avec ton mari. Il m'a mentionné que tu pourrais avoir besoin d'aide pour trouver un emploi. J'ai connaissance de quelques postes d'assistante administrative. Si cela t'intéresse, tiens-moi au courant. J'ai lu le message 3 fois. Sofia Delgado. Son assistante de projet, celle qui envoyait toujours des emails à 11h du soir. Celle qui commentait chacune de ses publications sur LinkedIn. Celle dont le profil Instagram était rempli de photos faussement décontractées au bureau, où il apparaissait systématiquement en arrière-plan. Et voilà qu'elle me proposait gentiment des emplois d'assistante administrative. Quelle délicatesse. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert LinkedIn et j'ai cherché son profil. Sofia Delgado, 28 ans, diplômée en gestion d'entreprise d'une université de seconde zone. 3 ans d'expérience. Sa photo professionnelle était clairement tirée d'Instagram, filtre inclus. Son résumé indiquait, passionné par l'idée d'aider les leaders visionnaires à atteindre leur plein potentiel. J'ai parcouru ses contacts. 89% d'entre eux étaient des hommes, tous occupant des postes à responsabilité. Une stratégie de réseautage fort intéressante. Ensuite, j'ai vérifié ses interactions avec les publications de mon mari. Absolument tous les posts, chacun agrémenté de commentaires tels que « Quelle perspective brillante, tu es un tel visionnaire » ou encore « Tu m'inspires un peu plus chaque jour ». Et lui, il répondait à chacun de ces messages avec des émojis de remerciements et des visages souriants. J'ai fermé LinkedIn, et j'ai ouvert WhatsApp Web sur mon ordinateur. Son téléphone était connecté à notre réseau Wi-Fi. Il y a des années de cela, à l'époque où je lui faisais une confiance aveugle, il m'avait donné accès à son compte en cas d'urgence. Il ignorait totalement que cet accès était toujours actif. J'ai ouvert sa conversation avec Sofia. Les messages remontaient à 8 mois. Au début, ils restaient professionnels. Puis, ils sont devenus de plus en plus intimes. Des blagues privées, des messages de bonjour et de bonne nuit, des photos de leur déjeuner. Et ensuite, il y a 2 mois.
Sophia, je ne peux plus continuer à faire semblant que ce n'est que professionnel. Lui, moi non plus. Mais ma situation est compliquée. Sophia, je sais. Mais tu mérites d'être heureux. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie à ta juste valeur. Lui, j'y travaille. Donne-moi un peu de temps. J'ai continué ma lecture. Le plan était d'une clarté limpide. Il demanderait le divorce. Il me laisserait sans grand-chose, sous prétexte que je ne contribuais pas financièrement. Et ensuite, il serait libre de vivre avec Sophia. Il y a une semaine, Sophia, as-tu déjà abordé la question de l'argent avec elle? Lui, ce soir, je lui annoncerai qu'elle doit commencer à payer la moitié de tout. Quand elle réalisera qu'elle en est incapable, elle demandera elle-même le divorce. Sophia, tu es tellement intelligent. La maison restera donc à ton seul nom, n'est-ce pas? Lui, exactement. Je ne vais pas perdre 7 ans d'investissement, pour quelqu'un qui n'a jamais rien apporté de concret. J'ai refermé lentement l'ordinateur portable. Ainsi, tout cela n'était qu'une mise en scène. Le tableau Excel, le grand discours sur le 50-50. Tout avait été conçu dans l'unique but de me forcer à partir les mains vides. Je me suis levé, et je me suis dirigé vers la fenêtre. La vue depuis mon nouveau bureau était magnifique. Je pouvais admirer le jardin que j'avais conçu, les arbres que j'avais choisis, la fontaine que j'avais tenu à faire installer. Cette maison valait aujourd'hui 680 000 euros. Nous l'avions achetée 420 000 euros, 7 ans auparavant. Cette plus-value était principalement due aux rénovations que j'avais personnellement supervisées, en utilisant la prime de ma dernière année de travail avant de démissionner. Cette prime s'élevait à 45 000 euros. Il m'avait convaincu de l'investir dans notre avenir, au lieu de la placer sur mon compte personnel. Quel idiote j'avais été. Mais c'était fini. J'ai pris mon téléphone, et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré il y a des années, sans jamais l'utiliser. Cabinet Martinez et Associés, comment puis-je vous aider? Je dois parler à maître Claudia Martinez. Dites-lui que c'est Elena Moral. Elle me connaît. Claudia avait été ma camarade à l'université. Elle s'était spécialisée dans le droit de la famille, et avait la réputation d'être impitoyable dans les affaires de divorce. Elena, sa voix a trahi sa surprise lorsqu'elle a pris l'appel. Ça fait des années que je n'ai pas eu de tes nouvelles. J'ai besoin de ton aide. Et j'ai besoin que cela reste strictement confidentiel. Viens demain, à 14 h. Apporte absolument tous les documents financiers que tu possèdes. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait paisiblement dans la chambre d'amis, j'ai téléchargé cette année de relevés bancaires, de documents hypothécaires, de registres d'investissement, et tout ce que j'ai pu dénicher sur son ordinateur. J'ai également fait des captures d'écran de chaque message échangé avec Sophia. S'il voulait jouer de manière malhonnête, je pouvais être encore plus impitoyable. Le bureau de Claudia se trouvait au 14e étage d'un immeuble d'affaires, en centre-ville. Je suis arrivé avec un dossier débordant de documents, et une clé USB contenant toutes les captures d'écran. Assieds-toi, m'a-t-elle invité, en désignant une chaise face à son bureau. Raconte-moi tout. Je lui ai relaté les 7 dernières années. Comment j'avais quitté mon emploi. Comment il m'avait persuadé que c'était la meilleure chose à faire. Comment il avait utilisé ma prime de 45 000 euros pour les rénovations de la maison, qui n'était aujourd'hui qu'à son seul nom. Attends, a interrompu Claudia. La maison n'est qu'à son nom? Oui. Quand nous l'avons achetée, il m'a assuré que c'était préférable pour des raisons fiscales. Et moi, je lui ai fait confiance. Claudia a pincé les lèvres, mais n'a rien ajouté. Elle s'est contentée de prendre des notes sur son carnet. Je lui ai ensuite montré les messages avec Sophia. Tous. Les plans calculés, les conversations sur l'idée de me laisser sans un sou. Absolument tout. Cet idiot a tout documenté, a murmuré Claudia, en lisant les captures d'écran. C'est de l'or en barre. Est-ce que je peux utiliser ça dans une procédure de divorce? Tu peux, et tu le feras. Mais je dois te poser une question essentielle. Que veux-tu, au juste? La vengeance, ou la justice? Quelle est la différence? La vengeance, c'est purement émotionnel. Tu veux le voir souffrir, le voir perdre. La justice, en revanche, c'est stratégique. Veux-tu récupérer ce qui t'appartient de droit, et sortir gagnante de cette histoire? La vengeance fait du bien sur le moment. Mais elle peut te coûter très cher sur le long terme.
J'ai réfléchi à ses paroles. J'ai repensé à toutes ces soirées passées à lui cuisiner ses plats préférés, pendant qu'il dînait en réalité avec Sophia. À tous ces matins où je lui préparais son café, pendant qu'il complotait pour me quitter. À cette année de ma vie, qu'il considérait comme étant sans la moindre valeur. La justice, ai-je fini par dire. Mais une justice qui fasse mal. Claudia a souri. C'est exactement le genre de cliente que je préfère. Voici ce que nous allons faire. Nous avons passé 3 heures à tout examiner au peigne fin. La maison, les comptes bancaires, les investissements, et même le prêt de sa voiture, que j'avais contribué à rembourser. Le fait qu'il ait mis par écrit son intention de te laisser sans rien joue largement en notre faveur, m'a expliqué Claudia. Cela démontre une intention malveillante. Quant à la question de ta prime, utilisée pour la maison, c'est capital. Même si la maison est à son nom, cet argent représente ta contribution directe au patrimoine conjugal. Est-ce que je pourrais récupérer quelque chose? Tu vas récupérer bien plus que quelque chose. Mais il va te falloir de la patience. Tu ne dois surtout pas lui laisser deviner que tu sais. Continue d'agir normalement. Enfin. Aussi normalement que le permet ta grève domestique. Et ton nouveau travail. Garde le secret pour l'instant. Ouvre un nouveau compte bancaire, dans une autre banque. Tout ton salaire doit y être versé. Il ne doit pas savoir que tu as des revenus, jusqu'à ce qu'il soit stratégiquement opportun de le révéler. Je suis sorti de son bureau avec un plan d'action clair et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu le sentiment de reprendre le contrôle de ma vie. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, il était dans la cuisine, tentant de cuisiner une nouvelle fois. Une odeur de brûlé flottait lourdement dans l'air. « Où étais-tu » a-t-il demandé, sans même me regarder. Je suis sorti. « As-tu besoin de quelque chose ?» Je me disais qu'on pourrait discuter de cette histoire de 50-50. J'ai peut-être été un peu trop dur. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, et je l'ai observé. Il avait de la sauce tomate sur sa chemise, et l'air épuisé. Très dur, oui. On peut peut-être trouver un compromis. Tu continues de t'occuper de la maison, et moi. Je ne sais pas, je te donne une petite allocation, ou quelque chose dans ce goût-là. Une allocation? Oui. Genre, 500 € par mois. Pour tes dépenses personnelles. 500 €. Moins que ce qu'il dépensait mensuellement pour ses déjeuners avec ses clients. Non, merci, ai-je rétorqué. Je préfère notre arrangement actuel. Elena, tu es complètement irrationnelle. Comment comptes-tu payer ta part, si tu n'as pas de travail? J'en trouverai un. Pour faire quoi? Tu es hors du marché du travail depuis 7 ans. Personne ne va t'embaucher pour un poste sérieux. Je me suis mordu la langue. Je mourais d'envie de lui hurler que j'avais déjà un emploi, que je gagnais près de 100 000 € par an, et que des entreprises me contactaient quotidiennement pour me faire des offres. Mais Claudia avait été très claire, silence stratégique. Je suppose que je vais devoir essayer, me suis-je contenté de dire. Cette nuit-là, je me suis couché dans mon lit, dans ma propre chambre, et j'ai consulté mes emails professionnels. Hector m'avait confié mon premier vrai projet, une campagne complète pour un client de la tech. Le budget était de 40 000 €. J'ai passé les 2 semaines suivantes à travailler en secret. Je me levais tôt, je terminais mes réunions avant son retour, et je gardais la porte de mon bureau verrouillée à clé. Il avait remarqué le changement, mais n'avait fait aucun commentaire. Il était bien trop accaparé par ses propres soucis. La maison était dans un état désastreux. Il se nourrissait exclusivement de plats à emporter. Ses vêtements étaient froissés, car il ne savait pas utiliser un fer à repasser. Il avait même tenté de laver une machine de blanc avec un vêtement rouge, et désormais, toutes ses chemises étaient roses. « Tu peux m'aider avec ça ?» m'a-t-il demandé un soir, en me brandissant une chemise ruinée. Non. Mais tu peux chercher sur YouTube comment détacher un vêtement. Il y a de très bons tutoriels. C'est absurde. C'est du 50-50. Ton idée, rappelle-toi. Un vendredi soir, j'étais dans mon bureau, lorsque j'ai entendu son téléphone sonner dans le salon. Je suis descendu, et je l'ai vu faire les 100 pas en parlant. Non, elle ne se doute de rien, disait-il. Oui, elle est toujours aussi têtue avec cette histoire d'argent. Non, je ne pense pas qu'elle tiendra encore très longtemps. Quand elle verra qu'elle ne peut pas suivre financièrement,
elle demandera elle-même le divorce. C'était Sophia. Évidemment. Pourquoi m'as-tu appelé? Ai-je lancé depuis l'embrasure de la porte. Il a sursauté, et a raccroché précipitamment. Rien, c'était le travail. À 9 heures du soir, un vendredi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Juste que tu travailles beaucoup, ces derniers temps. Ça doit être stressant. Quelque chose dans mon ton l'a rendu nerveux. Je pouvais le voir. Écoute, Elena, il faut qu'on parle sérieusement. Je t'écoute. Ça ne marche plus. Toi et moi. Ce mariage. Je crois que nous le savons tous les deux. C'était l'instant précis que j'attendais. Tu veux le divorce? Je pense que ce serait préférable pour nous deux. Nous ne sommes plus heureux. C'est évident que tu as du ressentiment envers moi, et de mon côté, j'ai besoin d'autre chose. De quelque chose, ou de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je demande juste, quand veux-tu officialiser la chose? Il a semblé soulagé de voir que je ne pleurais pas, ni ne le suppliais. On peut régler ça civilement, sans avocat hors de prix. Tu gardes tes affaires, je garde les miennes. Tu signes quelques papiers, et on en reste là. Et la maison? La maison est à mon nom. Mais je peux te donner un peu d'argent, pour t'aider à t'installer. Disons, 20 000 euros. C'est juste. 20 000 euros. Pour 7 ans de mariage, et une maison qui en valait désormais près de 700 000. D'accord, ai-je répondu calmement. Mais je veux engager un avocat pour tout vérifier. Juste pour être certaine que c'est équitable. Elena. Ça va inutilement compliquer les choses. C'est mon droit. À moins que tu n'aies quelque chose à cacher. Je n'ai rien à cacher. Je pense simplement qu'on peut gérer ça entre nous. Je prendrai un avocat, ai-je répété. Si tout est aussi juste que tu le prétends, il n'y aura aucun problème. Je suis monté dans ma chambre, avant qu'il ne puisse voir le sourire s'étirer sur mes lèvres. Le lendemain, j'ai appelé Claudia. Il a demandé le divorce. Il veut que ce soit rapide et sans avocat? Évidemment. Claudia a éclaté de rire. Je lui ai envoyé un courrier officiel ce matin. Il devrait le recevoir lundi. Que dit ce courrier? Essentiellement que je te représente, et que toute communication concernant le divorce doit passer par moi. Il comprend également une liste préliminaire des biens conjugaux soumis au partage, incluant la maison, tous les comptes bancaires, son plan épargne-retraite. Et sa prime de l'année dernière qu'il n'a jamais mentionnée. Tu étais au courant pour cette prime. Elle figure dans les registres de son entreprise. 24 000 euros, qu'il a perçu il y a 4 mois, et déposé sur un compte dont tu ignorais l'existence. Ainsi, il cachait de l'argent, tout en exigeant que je paie la moitié de nos dépenses. Que faisons-nous, maintenant? Nous attendons. Il va appeler. Il va être furieux. Il tentera de t'intimider. Ne réponds pas, dis-lui simplement de s'adresser à ton avocate. Et pendant ce temps, continue de travailler en secret. Lorsque le moment sera venu de dévoiler tes revenus, l'impact sera d'autant plus fort. Le lundi après-midi, mon téléphone a été bombardé d'appels de sa part. Je n'ai répondu à aucun. Il est finalement rentré à la maison, fou de rage. C'est quoi, ce bordel? A-t-il hurlé en brandissant une lettre. Tu as engagé Claudia Martinez. Tu as la moindre idée de ce que facture ce cabinet. J'ai le droit à une représentation légale. Elle réclame la moitié de tout. De la maison, de mes primes, de mes économies. C'est du vol pur et simple. C'est un divorce. Les biens conjugaux sont divisés. Tu n'as jamais rien apporté. C'est moi qui ai tout payé. J'ai apporté cette année de ma vie, et j'ai sacrifié ma carrière. Ça compte aussi. C'est complètement dingue. Je vais me battre. Tu ne toucheras pas un seul centime. Alors, on se verra au tribunal. Il est parti en claquant violemment la porte. Je suis monté dans mon bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur. J'avais un email d'Hector, me félicitant. Ma campagne avait été approuvée par le client, et il venait de signer un contrat de 3 ans. Ma prime de commission s'élèverait à 28 000 euros. J'ai souri, et j'ai commencé à travailler sur mon prochain projet. La partie ne faisait que commencer.
3 semaines après cette esclandre, la maison s'était métamorphosée en un véritable champ de bataille silencieux. Il vivait dans la chambre d'amis, moi dans la suite principale. Nous nous croisions dans la cuisine, mais nous ne nous adressions plus la parole. Son avocat, un homme d'un certain âge nommé Rodriguez, avait pris contact avec Claudia. Il souhaitait négocier. Il propose 45 000 €, m'a annoncé Claudia au téléphone. Et ils exigent que tu renonces à tout droit sur la maison. Combien vaut réellement ma part? Si l'on tient compte de la plus-value de la maison, des économies, du plan épargne-retraite, et de cette fameuse prime dissimulée. Nous parlons d'au moins 280 000 €. Et ce, sans même inclure une compensation pour les années où tu as mis ta carrière entre parenthèses. Rejette l'offre. Avec le plus grand des plaisirs. Cet après-midi-là, alors que je travaillais, j'ai entendu des voix au rez-de-chaussée. Des voix féminines. Je suis descendu, et j'ai trouvé Sophia dans mon salon, en train de disposer des documents sur la table basse. « Bonjour », a-t-elle lancé, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis Sophia. Ton mari m'a demandé de déposer quelques dossiers pour le travail. »« Je sais très bien qui tu es », ai-je répliqué. « Ah. Il t'a parlé de moi ? Je collabore avec lui sur plusieurs projets importants. »« Oui, j'imagine parfaitement le genre de projet. » Son sourire a vacillé. « Pardon ? Y a-t-il un problème ? » ? Aucun. Mais la prochaine fois, sonne avant d'entrer chez moi. Oh, Il m'a donné un double de la clé. Il m'a dit que ça ne posait aucun problème. Bien sûr qu'il te l'a donné. Mais aujourd'hui, ça pose un problème. Donne-moi cette clé. Je crois que tu devrais en discuter avec lui. Je n'ai pas besoin d'en discuter avec lui. C'est aussi ma maison, et je ne te veux pas ici. La clé. Tout de suite. Sophia m'a foudroyé d'un regard chargé de mépris, mais elle a sorti la clé de son sac, et l'a posée sur la table. Il avait raison à ton sujet, a-t-elle sifflé. Tu es quelqu'un de difficile. Et toi, tu es prévisible. Depuis combien de temps attends-tu qu'il divorce ? 6 mois ? 8 mois. Elle a rougi violemment. Je ne vois pas de quoi tu parles. Évidemment. Maintenant, sors de chez moi. Lorsqu'il est rentré, ce soir-là, il était furieux. Pourquoi as-tu traité Sophia de cette façon ? Pourquoi as-tu donné la clé de notre maison à ta maîtresse ? Ce n'est pas ma maîtresse. Ne me mens pas. J'ai vu les messages. Absolument tous, depuis 8 mois. Il est resté pétrifié. Tu as fouillé mon téléphone ? J'y avais accès depuis des années. Je ne m'en suis jamais servi, jusqu'à ce que tu commences à te comporter bizarrement. Quelle chance que je l'ai fait. C'est une violation de la vie privée. Et entretenir une liaison, c'est une trahison. Mais nous en sommes là. Elena, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. J'ai lu les messages où vous planifiez de me laisser sans un sou. J'ai vu comment tu lui détaillais ta formidable stratégie du 50-50. J'ai tout vu. Il s'est laissé tomber sur le canapé. Depuis quand es-tu au courant ? Depuis le tout début. Depuis que tu as commencé ton petit jeu avec l'argent. Et pendant tout ce temps, tu as joué la comédie. J'ai appris du meilleur. Tu as bien joué un rôle pendant 8 mois, tout en complotant pour me détruire. Il s'est passé les mains sur le visage. Ça va sérieusement compliquer le divorce. Il est déjà compliqué. Ton avocat le sait. Mon avocate aussi. Et j'ai maintenant des preuves écrites de ton infidélité, et de tes plans pour me spolier. Sais-tu à quoi cela ressemble devant un juge ? Vas-tu vraiment utiliser ces messages ? Si je dois en arriver là, oui. Elena, ça n'a pas à se passer comme ça. Nous pouvons régler cela entre nous. Il est bien trop tard pour ça. Je me suis levé pour partir, mais il m'a retenu. Attends. Que veux-tu ? Plus d'argent ? Je peux t'offrir 80 000 €. C'est le maximum que je puisse faire. Je ne veux pas de ton offre. Je veux ce qui me revient de droit, légalement. Ça va nous coûter une fortune en frais d'avocat. Alors, peut-être aurais-tu dû y réfléchir à 2 fois, avant de planifier de me jeter à la rue. Je suis monté dans mon bureau, et j'ai verrouillé la porte. Mon téléphone a sonné.
C'était Claudia. As-tu lu l'email que je t'ai envoyé? Non, j'étais occupé à jeter sa maîtresse hors de ma maison. Quoi? Je lui ai raconté l'incident avec Sophia et la clé. Parfait, a exulté Claudia. C'est une preuve supplémentaire qu'il dépense les fonds conjugaux pour entretenir une relation extra-conjugale. Note tout. Les dates, les heures, le moindre détail. Quant à l'email. Son avocat souhaite organiser une médiation. Il affirme que son client est disposé à se montrer plus généreux. Si nous évitons d'aller au tribunal. Qu'en dis-tu? Je dis qu'il est terrorisé. Les messages que tu as entre les mains sont explosifs. Si cette affaire va en justice, il perdra toute crédibilité. Mais une médiation pourrait s'avérer stratégique. Nous écoutons son offre, nous la rejetons, et nous continuons la procédure. Ou bien, il accepte quelque chose de raisonnable, et nous en finissons une bonne fois pour toutes. Quand est prévue cette médiation? Dans 2 semaines. Ces 2 semaines furent d'une tension extrême. Il a tenté de m'aborder à plusieurs reprises, mais je l'ai royalement ignoré. Sophia appelait sans cesse, mais il ne décrochait plus à la maison. Mon travail, en revanche, se portait à merveille. J'ai signé 2 autres contrats d'envergure, et Hector était tellement impressionné qu'il m'a proposé une augmentation. Mon nouveau salaire s'élèverait à 115 000 €, sans compter les primes. J'ai également ouvert mon second compte bancaire. J'avais déjà mis de côté 12 000 €, grâce à mes 2 premiers mois de salaire. Personne n'était au courant. Ni lui, ni son avocat, et même pas encore Claudia. La veille de la médiation, je me suis assise dans mon bureau, et j'ai tout passé en revue, les documents financiers, les messages avec Sophia, les photos de la maison illustrant toutes les rénovations que j'avais supervisées, ainsi que les relevés prouvant l'apport de ma prime. J'étais prête. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés dans les bureaux du médiateur. C'était un homme sérieux, du nom de Campos, qui nous a fait asseoir de part et d'autre d'une longue table. Nous sommes réunis ici pour trouver un accord équitable, a-t-il commencé. Monsieur Moral, votre avocat m'a informé que vous aviez une nouvelle proposition. Rodriguez a sorti un document. Mon client offre 100 000 €, payable en une seule fois, ainsi qu'une année d'assurance maladie. En échange, Madame Moral renonce à toute réclamation concernant la propriété, l'épargne, et les bénéfices futurs. Claudia a croisé mon regard. J'ai fait non de la tête. Offre rejetée, a-t-elle tranché. Ma cliente a droit à la moitié de la valeur de la maison, soit environ 340 000 €. Elle a également droit à la moitié de toutes les économies, investissements et bénéfices accumulés au cours du mariage. C'est totalement excessif, a protesté Rodriguez. Mon client a été le seul pourvoyeur financier durant ces 7 années. Votre client a également entretenu une liaison, qui est d'ailleurs parfaitement documentée, a répliqué Claudia. Et il a systématiquement planifié de spolier ma cliente de ses droits conjugaux. Cela aussi, est documenté. Le médiateur a levé la main. Avez-vous des preuves de ces allégations? Claudia a fait glisser un dossier à travers la table. Ce sont des captures d'écran, relatant 8 mois de conversation entre Monsieur Moral et sa collègue, Sofia Delgado. Elles incluent des plans explicites visant à forcer un divorce défavorable pour ma cliente. J'ai vu le visage de mon mari se vider de son sang, tandis que Rodriguez examinait les documents. Ceci change la donne, a balbutié l'avocat. Oui, a confirmé Claudia. Cela change énormément de choses. Le médiateur a lu quelques messages, puis a levé les yeux vers nous. Je vais suggérer que nous fassions une petite pause. Maître Rodriguez, vous voudrez sans doute vous entretenir avec votre client en privé. Ils ont quitté la pièce. Claudia m'a adressé un sourire radieux. Là, ils sont vraiment morts de peur. Penses-tu qu'ils proposeront une meilleure offre? Ils n'auront pas le choix. Sinon, on va au tribunal, et là-bas, ils perdront bien plus que de l'argent. Ils y perdront leur réputation. Nous avons patienté 30 minutes. Lorsqu'ils sont revenus, il avait l'air complètement vaincu. Mon client offre 250 000 € et renonce à toute réclamation sur les revenus futurs de Madame Moral, a déclaré Rodriguez. C'est insuffisant, a répondu Claudia. Ma cliente exige 300 000 €, plus la moitié de son plan épargne-retraite. C'est presque tout ce que je possède. C'est ce qui me revient de droit, après 7 ans de mariage, suis-je intervenu, prenant la parole pour la première fois.
Et c'est bien plus généreux que les 20 000 € que tu comptais m'offrir au départ. Nous nous sommes dévisagés par-dessus la table. J'ai vu le moment précis où quelque chose s'est brisé dans son regard. L'acceptation finale qu'il avait perdu la partie. J'accepte, a-t-il murmuré. Excellent, a conclu le médiateur. Je vais préparer les documents. Les papiers du divorce ont été signés 3 semaines après la médiation. Dans le bureau de l'avocat, en présence d'un notaire, j'ai apposé ma signature au bas de chaque page, sans la moindre hésitation. Il a signé à son tour, mais ses mains tremblaient. Les fonds seront transférés sous 48 heures, a précisé Rodriguez. Madame Morale, vous recevrez 300 000 €, plus 47 000 € correspondant à la moitié du plan épargne-retraite de mon client. C'est noté, ai-je répondu. Nous sommes sortis du bâtiment en silence. Dans le parking, il a enfin pris la parole. Es-tu heureuse, maintenant? Il ne s'agit pas de bonheur. Il s'agit de justice. Tu m'as presque tout pris. Tu as gardé la maison, et la moitié de tes économies. Tu t'en remettras. Et Sophia? Vas-tu la détruire, elle aussi? Je n'ai pas besoin de détruire Sophia. Elle s'en chargera toute seule, lorsqu'elle découvrira que tu n'as plus autant d'argent qu'elle le croyait. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai démarré. Je ne me suis pas retourné. 2 jours plus tard, les 347 000 € étaient crédités sur mon compte. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de toute ma vie. J'ai appelé Claudia pour la remercier. C'est toi qui as fait le plus dur, m'a-t-elle assuré. Je n'ai fait qu'organiser l'épreuve. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant? Vivre ma vie. Tu l'as bien mérité. Le même après-midi, Hector m'a appelé. Elena, j'ai une proposition à te faire. J'ouvre un nouveau bureau en ville, et j'ai besoin de quelqu'un pour le diriger. Accepterais-tu le poste de directrice régionale? Salaire de 145 000 €, plus départ dans l'entreprise. Directrice régionale? Tu es la meilleure stratège de mon équipe. Les clients t'adorent. L'équipe te respecte. Le poste est à toi, si tu en as envie. J'en ai envie. Parfait. Tu commences le mois prochain. J'ai besoin que tu trouves des locaux, et que tu montes ton équipe. J'ai raccroché, et j'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. 2 mois plus tôt, je préparais des petits déjeuners et je lavais du linge. Aujourd'hui, j'étais directrice régionale d'une agence internationale. J'ai utilisé une partie de l'argent du divorce pour m'acheter un appartement en centre-ville. 2 chambres, vue sur la ville, dans un immeuble moderne avec salle de sport et gardien. Il était à moi. Rien qu'à moi. Le déménagement a pris 1 semaine. Je n'avais pas grand-chose à emporter de l'ancienne maison. Il a gardé la majorité des meubles. Je voulais seulement mes vêtements, mes livres, et un nouveau départ. Le jour où j'ai rendu les clés, il était dans la cuisine avec Sophia. Elle avait apporté des cartons, emménageant de toute évidence. Je suis venu chercher mes dernières affaires, ai-je annoncé. Tout est déjà emballé dans le garage, a-t-il répondu, sans lever les yeux. Sophia m'a adressé un sourire mielleux. C'est une maison magnifique. Elle va te manquer. Non, sincèrement. Elle abrite beaucoup trop de mauvais souvenirs. Eh bien, je compte en faire un foyer rempli de bonheur. Bonne chance avec ça. J'ai récupéré mes cartons, et je suis parti. Dans la voiture, j'ai attendu de ressentir de la tristesse, ou des regrets. Mais je n'ai éprouvé qu'un profond soulagement. Mon premier jour en tant que directrice régionale est arrivé exactement 1 semaine après la signature du divorce. Le nouveau bureau était un vaste open space, situé au 18e étage d'une tour d'affaires. J'ai recruté 5 personnes pour former mon équipe. Tous pétris de talent, tous affamés de succès. Bienvenue à tous, leur ai-je dit lors de notre première réunion. Nous allons construire quelque chose d'important ici. Et nous allons bien le faire. Les premiers mois furent intenses. Des journées de 12 heures, de nouveaux clients chaque semaine, des propositions à rédiger, des présentations à assurer, des contrats à signer. Mais c'était mon travail. Ma réussite. Personne ne pouvait me l'enlever. En novembre, 3 mois après le divorce, j'assistais à une conférence sur le marketing, quand je l'ai aperçu. Il se tenait dans le hall de l'hôtel, en train de discuter avec quelqu'un. Il avait l'air épuisé, vieilli. Il m'a vu,
et s'est approché. Elena. Je ne savais pas que tu venais. C'est une conférence importante. Il était évident que j'y serais. Tu as l'air différente. Bien, je te remercie. Un silence embarrassant s'est installé. Comment vas-tu, a-t-il fini par demander. Très bien. Vraiment très bien. Je viens de signer un contrat de 2 millions d'euros avec une entreprise de la tech. C'est impressionnant. Et toi? Ça va. Les choses vont bien. Mais il n'allait pas bien. Il avait l'air anéanti. Comment va Sophia? Son visage s'est assombri. Nous ne sommes plus ensemble. Que s'est-il passé? Elle est partie. Elle m'a dit que j'avais changé. Que je n'étais plus l'homme qu'elle avait rencontré. Tu veux dire que tu n'as plus autant d'argent qu'avant? Quelque chose comme ça. Je suis désolé. Non, tu ne le es pas. Et c'est très bien ainsi. Tu l'as mérité. Tu méritais de me voir dans cet état. Je ne voulais pas te voir souffrir. Je voulais seulement obtenir ce qui était juste. Je sais. Et tu avais raison sur toute la ligne. Un homme s'est approché, et m'a touché le bras. Elena, la présentation commence dans 5 minutes. C'était Diego Salazar, un entrepreneur que j'avais rencontré lors d'une autre conférence, le mois précédent. Nous avions dîné ensemble à 2 reprises. Il n'y avait encore rien de sérieux, mais le potentiel était là. J'arrive, lui ai-je répondu. Puis, je me suis tourné vers mon ex-mari. Je dois y aller. Bien sûr. Elena, pourrions-nous discuter après la conférence? J'ai des choses à te dire. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît. Juste une demi-heure. D'accord. Envoie-moi un message. Je ne l'ai pas revu. Il n'y avait plus rien à se dire. Ce soir-là, Diego m'a invité à dîner. Nous sommes allés dans un élégant restaurant français. Nous avons parlé de travail, de voyage, de nos projets d'avenir. C'était facile de discuter avec lui. Pas d'histoire compliquée, pas de ressentiment. Tout va bien, a-t-il demandé. Tu m'as l'air distraite. J'ai croisé mon ex-mari, aujourd'hui à la conférence. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Rien. Je n'ai absolument rien ressenti. Et c'est plutôt bizarre, non? J'ai été marié avec lui pendant 7 ans. Ce n'est pas bizarre. Ça signifie simplement que tu es guéri. Tu crois? J'en suis sûr. Ça se sent dans la façon dont tu parles de ta vie d'aujourd'hui. Tu es concentré sur l'avenir, pas sur le passé. Il avait raison. Je ne pensais plus à mon ex-mari tous les jours. Ces souvenirs ne me faisaient plus souffrir. Ils faisaient simplement partie de mon histoire, mais ils ne définissaient pas toute mon histoire. Merci, lui ai-je dit. Pourquoi? De me l'avoir rappelé. Diego a souri, et a pris ma main par-dessus la table. Tu veux savoir une chose? Depuis que je t'ai rencontré, je n'arrête pas de penser à toi. Tu es intelligente, talentueuse, magnifique, et tu n'as de toute évidence besoin de personne. J'aime ça. Où veux-tu en venir? Nulle part, pour l'instant. Je veux juste que tu saches que tu me plais beaucoup. Et que, lorsque tu seras prête, j'aimerais apprendre à te connaître davantage. Je recommence tout juste à me connaître moi-même. Je sais. C'est pour ça que je ne suis pas pressé. Cette nuit-là, je suis rentré seul dans mon appartement. Je me suis préparé un thé, et je me suis assise sur mon balcon, observant la ville. Les lumières scintillaient en contrebas. Il y avait là des gens qui vivaient leur vie, poursuivaient leurs rêves, commettaient des erreurs, et prenaient de nouveaux départs. Tout comme moi. Mon téléphone a vibré. C'était un message de mon ex-mari. Je suis désolé de ne pas être venu. Je n'en ai pas eu le courage. Je voulais juste te dire pardon, pour tout. Tu as été une épouse formidable, et j'ai été un idiot fini. J'espère que tu trouveras le bonheur. Tu le mérites. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai effacé. Je n'avais besoin ni de son pardon, ni de ses excuses. J'avais déjà tourné la page. J'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai consulté mes emails professionnels. Hector m'avait envoyé des informations concernant une éventuelle expansion en Europe.
Il souhaitait que je prenne la tête du projet. L'Europe. Un nouveau continent, de nouvelles opportunités, une nouvelle vie. J'ai répondu au mail par un simple « compte sur moi ». J'ai refermé l'ordinateur, et j'ai de nouveau contemplé la ville. J'ai souri. Ma vie ne faisait que commencer. 6 mois après le divorce. Ma vie était devenue méconnaissable. Je dirigeais une équipe de 12 personnes, je gérais des comptes pesant plus de 8 millions d'euros, et je voyageais 2 fois par mois, de ville en ville. Diego et moi avions commencé à sortir ensemble sérieusement. C'était différent de tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Il possédait son propre cabinet de conseil, et comprenait parfaitement les exigences de mon métier. Il ne me demandait pas de sacrifier ma carrière. Il ne me faisait pas culpabiliser lorsque je finissais tard. Il se contentait de me soutenir. Prête pour le dîner avec mes parents ? M'a-t-il demandé un après-midi, alors que j'achevais un rapport. Tes parents réclament de me voir depuis des mois. En plus, c'est juste un dîner, sans aucune pression. Le repas s'est déroulé dans un restaurant italien, en plein centre-ville. Ses parents étaient chaleureux et adorables. Sa mère, Teresa, était une institutrice à la retraite. Son père, Roberto, avait été ingénieur. Diego n'arrête pas de nous parler de vous, a confié Teresa. Il dit que vous êtes la femme la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Il exagère, ai-je répondu avec un sourire. Je n'exagère pas, a rétorqué Diego. C'est la stricte vérité. Et vous, Elena, a demandé Roberto. Que pensez-vous de notre fils ? Je pense que c'est un homme de valeur. Et c'est une chose rare, de nos jours. Ah. Vous parlez comme quelqu'un qui a appris par l'expérience, a fait remarquer Teresa. C'est le cas. J'ai été marié pendant 7 ans. Ça ne s'est pas très bien terminé. J'en suis vraiment désolé. Il ne faut pas. Cela m'a appris ce que je refuse d'accepter dans une relation. Teresa m'a souri, et a doucement pressé ma main. Vous me plaisez. Vous êtes franche. Le dîner s'est poursuivi avec des conversations légères. Je me sentais à l'aise, accepté. C'était un sentiment que je n'avais jamais éprouvé avec la famille de mon ex-mari, qui s'était toujours arrangé pour me faire comprendre que je n'étais pas à la hauteur. 1 mois plus tard, j'étais dans mon bureau, lorsque mon assistante m'a prévenu que j'avais de la visite. Je n'ai aucun rendez-vous de prévu, ai-je dit en vérifiant mon agenda. Je sais, mais elle insiste, et dit que c'est très urgent. C'est une certaine Sofia Delgado. Je me suis tendu. Je n'avais pas revu Sofia depuis le jour de mon déménagement. Fais-la entrer. Sofia est entrée, vêtue d'un manteau hors de prix et arborant un sac de créateur. Mais elle paraissait épuisée. Elle avait des cernes sombres sous les yeux, et son maquillage peinait à dissimuler les rides causées par le stress. Elena, merci de me recevoir. Tu as 5 minutes. Parle. J'ai besoin de ton aide. Mon aide ? Oui. Voilà. Après notre séparation, j'ai perdu mon travail. Il s'avère que notre relation n'était pas aussi secrète que nous l'imaginions. Les ressources humaines m'ont renvoyé pour violation du règlement intérieur. Quel dommage. Je cherche du travail depuis des mois. Personne ne veut de moi. Ma réputation est ruinée. Et je sais que tu as le bras long. J'ai pensé que, peut-être. Tu as pensé que j'allais t'aider à retrouver un poste ? Je sais que ça paraît insensé, mais je suis désespéré. Je n'ai plus d'économie. Je suis sur le point de me faire expulser de mon appartement. Sofia, tu as aidé mon ex-mari à comploter pour me laisser à la rue. Qu'est-ce qui a bien pu te faire croire que j'aurais la moindre envie de t'aider ? Parce que tu n'es pas comme nous. Tu vaux bien mieux que ça. Tu l'as toujours été. Tu as raison. Je vaux mieux que ça. C'est exactement pour cela que je ne ferai jamais subir à quiconque ce que vous m'avez fait. Mais je ne t'aiderai pas non plus. Tes choix t'ont conduite là où tu es. Maintenant, assumons les conséquences. S'il te plaît. Mon assistante va te raccompagner à la sortie. Sofia s'est levée, les larmes coulant le long de ses joues. Mais je n'ai ressenti aucune compassion. Seulement le profond soulagement de voir cette page de ma vie se refermer définitivement. Ce soir-là, Diego est passé à l'appartement avec de la nourriture chinoise. Comment s'est passée ta journée ? A-t-il demandé pendant le repas.
Intéressante. L'ancienne maîtresse de mon ex-mari est venue me supplier de lui trouver du travail. Sérieusement? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je ne l'aiderai pas, tu ne te sens pas coupable? Pas le moins du monde. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. C'est une chose que j'admire chez toi. Tu ne joues jamais les victimes. J'ai passé bien assez de temps à en être une. Maintenant, je veux juste vivre. Diego m'a embrassé. Tu sais? Je t'aime. Je me suis figé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que je t'aime. Je sais que c'est un peu tôt, et tu n'es pas obligé de répondre quoi que ce soit. Je voulais juste que tu le saches. Diego. Sérieusement, tu n'es pas obligé de répondre seul. Je t'aime aussi. Son sourire fut la seule chose dont j'eus besoin. 2 semaines plus tard, j'étais à Miami pour une autre conférence, lorsque j'ai reçu un appel provenant d'un numéro inconnu. Elena Morale? Oui. Qui est à l'appareil? Je suis Patricia Ruiz, de l'hôpital général. Votre ex-mari vous a désigné comme personne à contacter en cas d'urgence. Il est ici. Il a eu un accident. Mon cœur s'est emballé. Quel genre d'accident? Un accident de la route. Il est stabilisé. Mais il a demandé à vous voir. J'arrive. J'ai pris le premier vol pour rentrer. À l'hôpital, une infirmière m'a conduite jusqu'à sa chambre. Il était allongé sur le lit, le bras plâtré, la tête recouverte de bandages. Elena, a-t-il murmuré en me voyant. Tu es venue. Que s'est-il passé? Je me suis laissé distraire au volant. J'ai percuté un poteau. Rien de grave, mais je n'avais absolument personne d'autre à appeler. Où est ta famille? Ma mère est souffrante, mon frère vit dans un autre état, et je n'ai personne d'autre. Je me suis assise sur la chaise, près de son lit. Pourquoi m'as-tu appelé, moi? Parce que, malgré tout, tu étais la seule personne qui se souciait véritablement de moi. Et je t'ai laissé filer pour quelqu'un qui n'en voulait qu'à mon argent. Ce n'est plus mon problème. Je sais. Je ne cherche pas à apitoyer. Je voulais juste te voir une dernière fois, pour m'excuser. Sincèrement. Pas par message, mais face à face. Très bien. Tu t'es excusé. Maintenant, je m'en vais. Elena, attends. Est-ce que je peux te poser une question? Laquelle? Es-tu heureuse? J'ai pensé à Diego, à mon travail, à mon appartement, à ma vie. Oui. Très heureuse. J'en suis ravi. Vraiment. Tu le mérites. Tu pourrais être heureux, toi aussi. Si tu arrêtais de chercher des raccourcis, et que tu t'efforçais de devenir une meilleure personne. Il est bien trop tard pour ça. Il n'est jamais trop tard. Mais il faut vouloir changer. Je me suis levé pour partir. Elena. Oui. Merci d'être venue. Et merci pour tout ce que tu as accompli durant ces 7 années. Je ne l'ai pas mesuré à l'époque, mais je le comprends aujourd'hui. Adieu, ai-je glissé, avant de quitter la chambre. Dans le parking, j'ai appelé Diego. Tout s'est bien passé, s'est-il enquis? Oui, à la perfection. Es-tu libre pour dîner, ce soir? Pour toi, toujours. Parfait. Parce que j'ai une chose importante à te dire. Laquelle? Je veux rencontrer ta famille. Et je veux qu'on rende tout ça officiel. Toi et moi. Tu es sérieuse? Absolument. Alors, ma réponse est un grand oui, à tout. Ce soir-là, nous avons dîné dans notre restaurant favori. Nous avons parlé d'avenir, de projets, de rêves, et de tout ce qui nous attendait. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti totalement en paix. Mon passé était derrière moi, mon futur s'ouvrait grand devant moi, et j'étais exactement là où je devais être. 2 ans après le divorce, ma vie était métamorphosée. L'agence avait connu une telle croissance qu'Hector avait fait de moi une associée minoritaire. Je détenais désormais 15% des parts de l'entreprise, et mon salaire annuel atteignait les 210 000 €, sans compter les primes. Diego et moi avions emménagé ensemble dans une maison, en banlieue. 3 chambres, un grand jardin, et un bureau pour chacun de nous. C'était notre cocon, bâti à 2, à l'abri des fantômes du passé.
prête pour la grande journée? M'a demandé Diego un matin, alors que nous prenions le petit déjeuner. Pourquoi? L'inauguration des nouveaux locaux. Ne me dis pas que tu as oublié que c'est aujourd'hui? Je n'avais pas oublié. Nous inaugurions notre 3e succursale, cette fois sur la côte. C'était mon projet le plus ambitieux jusqu'à présent. Je n'ai pas oublié. Je suis juste nerveuse. Tu vas être parfaite, comme toujours. L'inauguration s'est déroulée dans l'après-midi. La presse, nos clients clés, et l'intégralité de mon équipe étaient présents. Hector a prononcé un discours retraçant l'évolution de la société. Rien de tout ceci ne serait possible sans notre directrice des opérations, Elena Moral, a-t-il clamé en me désignant. Elle a littéralement métamorphosé cette entreprise, et aujourd'hui, nous célébrons sa vision. La salle a applaudi à tout rompre. Je me suis levé, et je me suis dirigé vers le pupitre. Merci, Hector. Mais ce succès n'est pas le fruit de mon seul travail. C'est l'accomplissement d'une équipe formidable, qui a cru en un projet plus grand qu'elle-même. Il y a de cela 2 ans. Ma vie était bien différente. J'étais persuadé que ma propre valeur dépendait d'une autre personne. J'avais tort. Notre valeur réside en nous-mêmes. Dans ce que nous bâtissons, dans la façon dont nous traitons les autres. Et dans notre refus inébranlable de laisser quiconque nous faire croire que nous ne sommes pas à la hauteur. Les applaudissements ont redoublé d'intensité. Après la cérémonie, alors que je m'entretenais avec des clients, quelqu'un s'est approché. C'était mon ex-mari. Elena. Toutes mes félicitations. Que fais-tu ici? J'ai lu un article sur l'inauguration, dans le journal. Je tenais à voir ce que tu avais accompli. Il avait meilleure mine que la dernière fois, à l'hôpital. Il était soigné, élégant. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. De la tristesse, peut-être, ou une forme d'acceptation. Merci d'être venu, ai-je balbutié, ne sachant que dire d'autre. Tu as bâti un véritable empire. J'ai toujours su que tu étais voué à de grandes choses. J'ai juste été trop stupide pour m'en rendre compte. Tout ça, c'est du passé, désormais. Je le sais. Je voulais simplement que tu saches que je suis fier de toi, et que je regrette profondément tout ce qui s'est passé. Diego s'est approché, posant une main protectrice dans mon dos. Tout va bien? Oui. Diego. Je te présente. Il était mon mari. Mais il était sur le point de partir. Non, ce n'est rien, a dit mon ex-mari en tendant la main. Je suis Thomas, l'ex-mari d'Elena. Et vous devez être l'homme chanceux, celui qui a conquis la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Diego lui a serré la main. Diego Salazar. Et oui, je suis extrêmement chanceux. Prenez bien soin d'elle. Ne reproduisez pas mes erreurs. Je n'en ai pas l'intention. Thomas m'a adressé un ultime regard. Adieu, Elena. Sois heureuse. Tu l'as amplement mérité. Toi aussi, Thomas. Il a tourné les talons, et je l'ai regardé se fondre dans la foule. J'ai senti la main de Diego glisser dans la mienne. Ça va? Oui. C'est juste étrange de constater à quel point certaines personnes peuvent changer. Quand il est déjà trop tard. Éprouves-tu encore des sentiments pour lui? Aucun. Seulement une pointe de mélancolie pour le temps que nous avons gâché. Mais aucun regret. Si je n'avais pas traversé cette épreuve, je ne serais pas là, avec toi, à mener cette vie. Alors, le jeu en valait la chandelle? Oui. Ça en valait la peine. 3 mois plus tard, Diego m'a demandé en mariage. Ce fut une demande tout en simplicité, à la maison, lors d'un dîner ordinaire. Il a sorti l'écrin de sa poche, et a posé un genou à terre. Elena, je n'ai pas préparé de grand discours. Je veux juste passer le restant de mes jours à tes côtés. Veux-tu m'épouser? Oui. Nous nous sommes dit oui 6 mois plus tard. Une cérémonie intime, sur la plage, entourée de notre famille proche et de nos amis. Rien de clinquant, rien de faux. Juste un amour véritable. Au cours de la réception, ma mère s'est approchée de moi. Je suis si fier de toi, ma fille. De tout ce que tu as accompli. Merci, maman. Tu sais, lorsque tu as démissionné, il y a des années,
j'ai cru que tu faisais la plus grosse erreur de ta vie. Mais regarde un peu ce que tu as réussi à construire, le jour où tu as décidé de revenir. Je ne suis pas revenu. Je me suis réinventé. Et tu as fait un travail remarquable. Cette nuit-là, Diego et moi avons dansé sous la voûte étoilée. La mélodie était douce, et le bruit des vagues berçait nos pas. « À quoi penses-tu » a-t-il murmuré. Je me dis que les choses ont bien changé. Il y a 3 ans, je préparais des petits déjeuners pour quelqu'un qui n'en avait rien à faire. Aujourd'hui, je suis ici, marié à un homme qui me voit, et qui me chérit. Je te chérirai toujours, je te le promets. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit oui. 1 an après notre mariage, j'étais dans mon bureau, quand Hector a fait irruption. Il avait une nouvelle à m'annoncer. « Elena, il faut que je te parle. Je prends ma retraite. » Quoi? Eh oui. J'ai 62 ans, et je veux voyager avec ma femme avant qu'il ne soit trop tard. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour me succéder. Et qui prendra ta place? Toi. Si tu acceptes, bien sûr. Moi? PDG? C'est une évidence. L'entreprise a connu une croissance de 300% depuis ton arrivée. Les clients t'adulent. L'équipe a un respect immense pour toi. Le poste est à toi, si tu le désires. Pour quand? Dans 6 mois. Cela nous laissera le temps d'assurer la transition en douceur. J'ai accepté. Évidemment que j'ai accepté. 6 mois plus tard, je suis devenu la PDG de l'agence. L'une de mes premières directives a été de mettre en place des mesures favorisant l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, horaires flexibles, accompagnement pour les jeunes parents, et grilles salariales équitables. Pourquoi fais-tu cela? S'est interrogé l'un des directeurs. Ces mesures vont nous coûter une fortune. Parce que des employés épanouis travaillent mieux. Et parce que je sais, par expérience, ce qu'il en coûte de tout sacrifier pour un emploi, ou pour une relation, qui ne reconnaît pas votre valeur. Je refuse que quiconque, au sein de cette entreprise, n'ait à subir cela. Ces initiatives ont porté leurs fruits. Le taux de rétention du personnel a bondi de 85%. La productivité a grimpé en flèche. Et nos clients ont immédiatement ressenti ce changement positif. 5 ans après le divorce, j'assistais à une conférence, lorsque j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Elena, c'est Thomas. Je sais que tu n'as aucune raison de me répondre, mais je tenais à te dire une chose. Je me suis remarié. Avec une femme qui m'aide à devenir quelqu'un de meilleur. J'ai commencé une thérapie. J'essaie de réparer mes erreurs passées. Merci d'avoir été le miroir dont j'avais besoin, même si je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. J'espère que tu es heureuse. » J'ai lu le message, et j'ai souri. Je n'ai pas répondu. Je n'en ressentais pas le besoin. Mais je me suis réjoui pour lui. Le pardon ne signifie pas nécessairement oublier, ni renouer les liens. Il consiste simplement à se libérer de ses fardeaux, pour pouvoir avancer. Ce soir-là, Diego et moi avons dîné dans notre restaurant favori. « Tu sais quel jour on est » a-t-il lancé. « Notre anniversaire. » Non. Il y a très exactement 5 ans, jour pour jour, tu signais ton divorce. Tu t'en souvenais? Bien sûr. C'est le jour où tu as entamé ta nouvelle vie. La vie qui nous a conduits jusqu'ici. Tu as raison. Ce fut le plus beau jour de mon existence, même si je l'ignorais sur le moment. Et aujourd'hui, quel est le plus beau jour de ta vie? Celui-ci. Aujourd'hui. Demain. Et tous ceux qui suivront. Diego a levé son verre. Au nouveau départ. Au nouveau départ, ai-je fait en écho. Nous avons trinqué, et nous avons bu. Au dehors, la ville frémissait de vie. Des hommes et des femmes vivaient, aimaient, perdaient, gagnaient, et prenaient de nouveaux départs. Tout comme moi. Et, tandis que je regardais l'homme que j'aimais, et l'avenir que nous avions bâti ensemble, j'ai su, avec une certitude absolue, que chaque douleur, chaque larme, et chaque moment difficile en avait valu la peine. Parce que tout cela m'avait conduite jusqu'ici, à cet instant précis, à cette vie, et à cette version de moi-même que je n'aurais jamais osé imaginer auparavant. Et cela, finalement, c'était amplement suffisant.